Hein? Tu plaisantes, Monsieur le Président, Dr. Verzevili. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Premièrement, je voudrais demander un petit service. C'est quand on va commencer la conférence, que personne ne passe au milieu, parce que ça dérange. C'est filmé par le Facebook et tout ce qu'il faut. C'est filmé, alors ça dérange si on passe au milieu. ערב טוב לכולם. יש לנו פה אורחים. Nous avons des invités qui sont venus nous parler ce soir. Cela sera peut-être un peu triste, mais c'est la suite de ce que nous avons vu aujourd'hui, puisque pendant toute cette journée... Vous entendez? Vous m'entendez pas? Ok, הם לא שומעים אותי. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Donc, ce que je vous ai dit qu'on va passer aujourd'hui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
pas. On m'entend pas. On m'entend pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, c'est Ken. Maintenant on m'entend. C'est bon. Maintenant on m'entend. D'accord. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. On peut parler en hébreu. Oui. Donc, je reprends en hébreu. Ce soir, nous accueillons une femme qui fait un travail extraordinaire. Une femme dont on parle beaucoup en ce moment. Son nom est Mali Zender. Elle est infirmière principale de l'hôpital Tel HaShomer. Le 7 octobre, elle a aussi perdu sa fille qui avait 22 ans. Aujourd'hui, elle aurait 24 ans. Elle est morte dans un de ces abris où se sont réfugiés les gens. Elle va nous en parler. Elle a aussi une fille très douée qui est présentatrice à la télévision et dont le nom est Chen Zender. J'ai donc l'honneur d'inviter Mali Zender à nous parler. Autre chose, lorsque les otages sont libérés et reviennent en Israël, eh bien, elle fait partie des équipes qui les accueillent. J'aimerais aussi inviter son frère et Eti. Bonsoir. Je suis très ému d'être parmi vous. Merci à Adva de m'avoir invité à vous parler et à partager avec vous mon histoire personnelle. Merci à Shmuel Moshe. Je vais commencer par quelques mots à propos de moi. Je m'appelle donc Mali Zender. Et comme chacun et chacune d'entre vous, moi aussi, j'ai acquis des diplômes et j'ai occupé des postes dans la vie. Je travaille donc à l'hôpital Tel HaShomer depuis plus de 40 ans. J'ai commencé comme infirmière et aujourd'hui je dirige le département de médecine interne de l'hôpital. Je suis marié à Amit, il se trouve ici dans cette salle. Je suis mère de Chen, Gal, Yuval et Noah. Le 7 octobre, j'ai eu un nouveau qualificatif me concernant et c'est un qualificatif que personne ne souhaite. Je suis devenu une mère endeuillée.
Ma plus jeune fille, Noa Zender, a été assassinée par des terroristes du Hamas alors qu'elle essayait de fuir le festival Nova. Ma petite fille qui était pleine de joie, c'était un véritable aimant. Tout le monde voulait être avec elle. Elle avait appris d'être quelqu'un de libre, d'être quelqu'un de très ouvert. C'était notre petite dernière, notre Benjamine, la dernière qui habitait encore à la maison et elle remplissait la maison de lumière. J'aimerais commencer 2 jours avant ce 7 octobre. Le jeudi, c'est la dernière photo que nous avons faite ensemble. 2 jours seulement avant le 7 octobre, ce jeudi matin, et ça n'était pas du tout planifié, Amit, mon mari et moi-même, nous étions en congé. Et Noah était à la maison. Nous lui avons proposé de venir prendre le petit déjeuner avec nous pour passer un beau moment, ce dont je ne peux que rêver aujourd'hui. Mais il faut dire que ce jour-là, on avait compris quel cadeau nous avions reçu, cette chance de passer quelques heures avec elle. Sur la route de retour vers la maison, elle m'a appris à faire fonctionner le système multimédia de la voiture. J'ai fredonné une chanson et elle m'a mis cette chanson sur notre radio. C'est une chanson qui fait danser, qui fait bouger. Et quelques mois plus tard, ça n'est que quelques mois plus tard que j'ai entendu les paroles de cette chanson. Et ces paroles étaient en quelque sorte prophétiques et parlaient de la séparation à venir. Et c'est une chanson qui dit ainsi, elle a disparu en un instant. Et ce jour maudit a commencé chez nous également à Rishon LeZion à 6h30 du matin avec les alertes d'attaque à la roquette. Immédiatement, j'ai sauté hors du lit. Je suis monté dans la chambre de Noah pour voir si elle était rentrée de cette fête à laquelle elle devait participer et j'entre dans sa chambre, il y avait de la lumière mais le lit était vide et immédiatement je lui téléphone et je descends vers la pièce protégée et elle me répond. Et elle a le temps de me dire qu'elle est en train de quitter le site de la fête et qu'elle se dirige vers un abri. Je continue à vérifier où se trouve chacun de mes enfants. J'envoie un message sur le groupe WhatsApp familial. Chen, ma fille aînée, est à la mer morte, elle ne me répond pas. Gal, mon fils, est dans la pièce protégée de son appartement. Et Yuval, lui aussi, est dans la pièce protégée de son appartement à Rishon LeZion. Et je les informe que Noah se trouve à une fête qui se trouve dans la région d'Ashdod. Et à 7h01, j'ai le temps de parler à Noah. Elle me dit qu'ils ont réussi à se réfugier dans un abri. Elle m'envoie encore un message. Et on voit sur cette image, on la voit avec son petit ami. Et elle m'écrit « Il me protège ». Et c'est le dernier message que nous avons échangé. Il était très difficile de l'atteindre et on a compris que les réseaux téléphoniques étaient saturés. Et c'est pourquoi, pendant 1 heure, entre 8h et 9h du matin, j'ai essayé d'obtenir des informations en appelant ses amis pour savoir qui était avec qui elle a eu le temps de parler. Je téléphone à la police et je les informe que ma fille est dans une fête dans le sud du pays et que je n'arrive pas à la contacter. Et la jeune femme qui me répond me dit c'est une zone qui est sous contrôle. J'essaye de rester calme, mais je suis extrêmement inquiète. Tout cela alors que, en même temps, on déclare dans les hôpitaux un événement avec des victimes
multiples. Et d'un côté, je ne sais pas où est ma fille, je n'arrive pas à la contacter. Et d'un autre côté, il y a mon travail et on a besoin de moi à l'hôpital et mes équipes sont mobilisées. Et je décide que la meilleure des choses, c'est d'aller travailler, de préparer l'hôpital, d'aider les blessés et de faire le bien en espérant que moi aussi j'aurai droit à ce bien. Et j'arrive donc à l'hôpital et même si je suis très préoccupé, eh bien j'essaye d'aider les équipes. À 11h18, je reçois un coup de téléphone d'une bonne amie de Noah, dont le nom est Noi. Noi essaye de me dire quelque chose, mais elle bafouille, elle n'arrive pas à s'exprimer. Et je lui dis, Noi, dis-moi ce qui s'est passé. Et Noi, en un souffle, me dit, Noah est morte. Je hurle. J'appelle mon mari, Amit, et je lui dis que notre monde s'est effondré. En quelques secondes, le directeur de l'hôpital et mes collègues essayent de s'occuper de moi et tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison et voir mes enfants et voir Noah. Noah n'avait que 22 ans et demi. Elle avait énormément de rêves, elle a réussi à en réaliser beaucoup pendant sa courte vie et au cours de ces dernières années, elle a vécu tous ces instants avec force. Elle a profité de tous les instants, elle était avec les gens qu'elle aimait, elle a voyagé dans le monde et à chaque moment, elle essayait de voir comment elle pouvait aider les plus faibles. Elle faisait du bénévolat avec des enfants qui ont besoin d'une éducation spécialisée. Elle était partie à New York puisqu'elle était censée devenir directrice d'une une enseigne de fast-food. Elle est arrivée à la fête Nova avec son nouveau petit ami, Daniel. Cela ne faisait qu'un mois et demi qu'ils sortaient ensemble. Ils étaient partis pour danser, pour faire la fête. Ils y sont arrivés vers 5 heures du matin. Mais à 6h29, avec la première salve de roquettes, ils sont montés dans leur voiture et ont quitté le site de la fête. Ils sont arrivés sur la route 232 et une voiture de police les a dirigés vers la gauche, vers Reim, et ne les a pas laissés voyager, partir vers la droite, vers le centre du pays. Ils prennent ce tournant à gauche et 800 mètres plus loin, on entend de nouveau une alerte à la roquette et Noah demande à s'arrêter sur le bord du chemin où il y a un abri et à s'y réfugier. Voici l'abri qui se trouve près du portail d'entrée du kibbutz Reim et ils sont parmi les premiers à y entrer. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble ce type d'abri, mais c'est quelque chose d'assez petit. Et Daniel et elle sont parmi les premiers à y entrer. Et peu à peu, d'autres gens entrent et tentent de s'y réfugier. C'est là qu'elle m'envoie ce message avec la photo de Daniel et d'elle, que vous voyez à gauche. À droite, on voit les gens qui se sont joints à eux, on voit à quel point il y a du monde. Et au milieu, j'ai 3 secondes où on peut voir Noah, c'est elle qu'on voit de dos. Et elle parle au téléphone, peut-être avec moi. Et on entend les gens parler de l'alerte à la roquette, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont au cœur de l'attaque, au cœur de la guerre.
Ils disent il y avait des alertes à Tel Aviv, à Ra'anana. Ils ne pensent pas du tout que l'attaque est dirigée contre eux. Un peu avant 8 heures, Daniel va uriner à l'extérieur et à l'extérieur, il voit des camionnettes de terroristes qui se dirigent vers eux. Il dit courez, il y a des terroristes. Et il se réfugie à 10 mètres de l'abri. Il s'allonge silencieusement pendant près de 2 heures et demie. Il ne relève pas la tête, mais il les entend. Il entend, il écoute tout ce qui se passe autour de lui. Il entend des tirs de Kalachnikov. Il entend des tirs à l'intérieur de l'abri. Il entend des grenades exploser. Il entend qu'ils essayent de dire aux jeunes de sortir de l'abri et de monter dans les camionnettes. Ils ont essayé de kidnapper des gens, ils y sont parvenus. Et ce n'est qu'après 2 heures et demie que tout d'un coup, au lieu de voix en arabe, on entend des voix en hébreu. Et c'est à ce moment que Daniel sort. Les policiers le visent avec leurs fusils et il leur dit « Je suis avec vous, aidez-moi, aidez-moi ». Entrons dans l'abri pour essayer de sauver des vies. Et les policiers refusent parce qu'ils lui disent c'est la guerre et on ne s'occupe pas de blessés en ce moment. Mais Daniel les supplie. Il leur dit qu'il entend des voix de personnes qui sont vivantes dans l'abri et ils rentrent. Ils sont convaincus, ils rentrent dans l'abri et ils arrivent à faire sortir 9 blessés, des blessés aux membres inférieurs et supérieurs. Un autre jeune a réussi à sortir de lui-même et 2 étaient cachés à l'extérieur de l'abri. En tout, dans cet abri, 40 personnes se sont cachées, 40 jeunes, 27 ont été tués, 12 ont été sauvés et 1 a été kidnappé. Il s'agit d'Omer Wenkert de Guédera. C'est là qu'il a été enlevé. Et c'est après 505 jours qu'il est revenu en Israël. Il reste encore 59 otages et nous souhaitons tous leur retour très rapidement. Je reviens à cet abri. Chaque fois que Daniel et les policiers entrent, Daniel crie « Noah, Noah », mais elle ne répond pas. Et la 3e fois, alors qu'il sort de l'abri, il voit Noah allongé par terre. Il semble qu'elle ait essayé de sortir pour voir ce qui se passait à l'extérieur et ils l'ont tué. C'est pourquoi, très rapidement, le samedi même, nous comprenons que notre vie a changé. Mais je suis une mère et je ne peux pas accepter cette nouvelle. Et je rentre de l'hôpital, je rentre à la maison et j'essaye de voir si Daniel a essayé de mesurer le pouls de Noah. Et on me dit que non. Est-ce qu'il a attendu les ambulances ? Mais Daniel n'a pas attendu, il ne sait pas si des ambulances sont venues. Il y avait des terroristes qui fourmillaient partout et on les a évacués rapidement. Et tant que les équipes de secours n'étaient pas arrivées, j'avais encore espoir. Je demande à tous ceux qui sont autour de moi de téléphoner aux hôpitaux, de voir s'il y a des blessés anonymes qui sont arrivés aux urgences. J'essaye de voir peut-être que les forces de sécurité qui étaient sur le terrain peuvent nous aider, peut-être des collègues de Rennes qui est journaliste, peut-être qu'ils sont sur place, peut-être qu'une personne qui a secouru des gens qu'on voit à la télévision peut nous dire, peut-être le Magen David Adom, mais personne ne peut nous fournir d'informations à propos de Noah. Et il faut dire très clairement, ce premier jour, personne
ne savait ce qui se passait et personne n'était capable de fournir de réponse. Le Magen David Adom n'est pas entré dans les zones où il y a eu l'attaque. À la police, on pensait que le secteur de Rim était sous contrôle. Zaka, qui s'occupe de ramasser les morts, n'était pas là. Et dans les hôpitaux, on était en train d'opérer, de sauver des vies. Pendant 6 jours, nous avons été à la maison sans réponse, sans que Noah ait été identifié, sans qu'aucune information officielle nous parvienne pour nous dire ce qu'il était advenu de Noah. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont couru pendant ces 6 jours. Noah était sur la liste des otages. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs et nous avons vécu dans notre chair. Comme ce coup de fil que j'ai reçu le 6e jour, la première fois qu'un ministère me téléphonait, c'était le ministère des cultes, et on m'appelle, on me dit « Mali, bonjour. Où voudriez-vous enterrer votre fille ?» Je leur dis « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire enterrer ? Personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a encore rien dit. » Personne ne m'a dit que son corps avait été identifié, personne n'est venu nous voir. Et aucun responsable officiel ne nous a contactés pendant 6 jours. Et il y a eu beaucoup de ces événements qui m'ont fait comprendre que les services de l'État s'étaient effondrés, que nous n'étions qu'une famille parmi d'autres. Nous étions une famille, une grande famille, une famille joyeuse. Nous aimions faire la fête, nous aimions inviter des gens, nous aimions donner. Et en un instant, nous nous sommes transformés en une maison pleine de cris de douleur, une famille qui se décompose en un instant. Et moi qui étais une mère forte, je suis devenu la personne la plus faible et la plus impuissante. Moi qui étais une professionnelle qui essayait de venir en aide, qui essayait de traiter des malades, tout d'un coup, j'étais sur le côté et c'est à moi que les gens proposaient de l'aide et les gens ne savaient pas quoi me dire, les gens étaient mal à l'aise à côté de moi. Et ce sont des pensées qui m'ont beaucoup perturbé avant de reprendre le travail. J'avais très peur des réactions, j'avais très peur que les gens aient pitié de moi. Je ne voulais pas de cela. Mais j'ai compris que mon travail était un point d'ancrage pour moi, était quelque chose qui m'apporterait la stabilité. Et si Noah avait voulu quelque chose, elle aurait voulu que je reprenne le travail pour aider ceux qui en ont besoin, surtout en cette période si difficile. Et tant de gens nous disent qu'il faut choisir la vie. Mais même quand on le veut, c'est tellement difficile parce que choisir la vie, c'est quelque chose qui doit se faire tous les matins lorsque j'ouvre les yeux et que je comprends que le cauchemar que j'ai fait est en réalité ma vie. Mais j'ai une famille, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des employés et Noah ne me laisse pas faire autrement. Et c'est ainsi que je me relève et je reprends le travail 2 jours après la semaine de deuil. Je reviens à l'hôpital qui est devenu un des pôles les plus importants pendant cette guerre. Il y a beaucoup de blessés, des soldats, des blessés de la fête Nova. Et lors de mon premier jour de travail, je remets mon uniforme et j'arrive à la salle de traumatologie où arrivaient les blessés et j'ai essayé de venir en aide, fournir des poches de sang et chaque personne qui demandait de l'aide, eh bien, je le faisais dans les différents services. Il y avait des blessés qui étaient stabilisés. Je vois un soldat qui porte encore ses chaussures et je demande si je peux lui enlever ses chaussures. Et il me dit, mais elles sont très mauvaises, je ne les ai pas enlevées depuis des jours. Mais pour moi,
c'était un mérite de pouvoir lui enlever ses chaussures et lui féliciter un peu lui faciliter pardon la vie. Et je lui demande est-ce que tu as parlé à tes parents? Et il me dit non. Et je lui donne mon téléphone et je lui dis appelle tes parents. Il les appelle et il leur dit papa, je suis vivant. Je suis à l'hôpital Tel-Chomer. Et ce sont des moments qui sont à la fois tristes, émouvants, et chacun de ces jeunes est comme un de mes enfants. Chacun me rappelle Noah, et chaque mère qui est au chevet d'un blessé, eh bien, je l'envie, parce que elle a quelqu'un qu'elle peut encore embrasser. Un des jours, on me dit qu'un blessé qui a des problèmes rénaux a été transféré au service de médecine interne. Je vais le voir et je vois que sa mère est à son chevet et elle pleure. Et je la reconnais. Je reconnais qu'elle a été avec moi au lycée à Beersheba et je lui demande pourquoi pleures-tu? Elle me répond parce que c'était tellement difficile. Et je lui réponds mais il est là. Il est à tes côtés. Tu peux l'embrasser, tu peux lui parler. Fais-le. Tous les parents n'ont pas cette chance. Et cela a remis les choses dans leur juste proportion. Et ça n'est pas pour rien que Noah a utilisé ce mot de proportion. Elle l'utilisait assez fréquemment. Voilà ce mot d'ailleurs de son écriture. C'était un bracelet qu'elle voulait commander, dont n'a pas eu le temps de le faire faire. Et aujourd'hui, on le vend dans des bijouteries. Et de remettre les choses en proportion, cela nous permet de savoir ce qui est plus important, ce qui est moins important. Et parfois, je me demande si, lorsque je m'occupe de diriger une série, de créer des services dans un hôpital, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important? Moi qui ai perdu ma jeune fille, et c'est cela qui me préoccupe. Et ce sont des pensées qui ne cessent de m'accompagner. Mais si il y a des choses qui permettent à ces pensées de s'effacer pendant quelques minutes et qui me font comprendre que ma présence à l'hôpital est importante, ce sont ces moments où le pays tout entier a eu le souffle coupé lorsque les otages sont revenus. En novembre 2023, il y a eu le premier accord et des enfants, des femmes et des personnes âgées ont été libérées. Et moi, qui fais partie de la direction de l'hôpital, mais qui surtout est au service de médecine interne, j'étais parmi parmi les premiers qui les ont rencontrés. Et à chaque fois, j'ai été très ému. Et c'est peut-être cela qui, pour la première fois, m'a permis de sourire de tout cœur. C'était cela mon espoir, que ceux qui pouvaient encore rencontrer leurs proches y parviennent. Mais le lendemain, alors qu'on a compris qu'il y aurait un autre groupe d'otages et parmi ces otages des jeunes filles qui étaient à la fête Nova, la psychologue vient me voir et elle me demande est-ce que tu tiendras le coup? Ce sont les premières participantes à ce festival Nova où était ma fille. Mais je pense que n'importe quel parent s'est posé la question après le 7 octobre. Est-ce qu'il préférait que sa fille soit kidnappée ou d'avoir une tombe pour venir la voir? Et de voir que tout d'un coup, il y a les otages qui étaient à la fête qui rentrent. C'est d'un côté extrêmement réjouissant, mais d'un autre côté, je n'ai pas arrêté de penser si seulement cela pouvait être Nova. Peu de temps après, j'ai eu le privilège de recevoir Luis et Fernando, qui, qui avaient été sauvés. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Merci.
3 mois plus tard, j'ai eu le privilège donc de recevoir Luisa et Fernando Merman, qui avaient été sauvés de Rafir par des soldats si courageux qui leur avaient donné leurs chaussures parce qu'ils étaient à pieds nus. C'était vraiment quelque chose d'absolument incroyable d'entendre ce qu'ils avaient subi pendant des mois d'emprisonnement. Comment vont Luis et Fernando? Absolument charmants. Et ils sont enveloppés par leur famille et ils se sont réunis. Oui, une famille qui vient d'être complétée, ce qui n'est pas arrivé à tous les cas. Quand est-ce que vous êtes impliqué? Je reçois un coup de téléphone de mon directeur, de mon chef, et il me dit, pour une fois, il y a de bonnes nouvelles. Nous avons 2 otages qui ont été libérés par l'armée. Non, vous n'avez pas mis trop de temps pour arriver. Non, je me souviens même pas du chemin que j'ai fait. Je me souviens que je me suis réveillée, que je suis arrivée tout de suite. Qu'est-ce qui vous fait peur encore concernant les autres otages? Que le temps passe et le plus de temps passe, nous voyons qu'ils arrivent dans un état qui est de loin pire. Nous sommes très inquiets, nous sommes très soucieux, car chaque jour, nous le savons, empire leur situation. On ne peut pas ne pas parler de votre histoire personnelle. Vous avez dit d'une autre famille, la famille se réunit et vous rencontrez ici des personnes revenues de cet enfer du 7 octobre, ce qui malheureusement n'est pas arrivé à votre Noah, votre fille. Oui, lorsque je suis là avec de tout mon cœur. Au besoin, je bouge un peu de côté et je pense quelle malchance que Noah n'a pas été sauvé. Mais nous apprenons à acquérir de nouvelles capacités, de revivre chaque jour à nouveau, et chaque événement de ce genre me donne la force pour continuer. Je vois Noah qui me demande comment vont-ils, que se passe-t-il avec eux, et ceci me donne la force de continuer, d'être ici, et vraiment c'est ce genre d'événement, ce genre de jour qui me donne la force. Et fasse le bon Dieu que nous les voyons tous très rapidement ici. Oui, nous les attendons tous. Nous sommes tous prêts pour les recevoir. Le 8 juin, un autre Shabbat désespérant. Ces jours sont devenus beaucoup plus difficiles pour moi. Je reçois un téléphone vers 11 heures et mon chef me dit « Maëlie, des otages sauvés une fois de plus ». Et je lui réponds, j'arrive tout de suite. Je m'habille et en faisant mon chemin à l'hôpital, je fais déjà venir d'autres équipes et je sais qu'il s'agit d'otages vivants qui nous arrivent en surprise. Et en entrant, j'identifie Noah Argamani, qui est devenu vraiment un symbole. Et je la vois toute première parmi les otages revenus à l'hôpital. Et je l'appelle Noah. Et ce nom, le nom qui est mon nom préféré, le nom que j'aime le plus. Et je lui dis combien nous sommes heureux de la voir ici avec nous. Je lui demande de l'embrasser. Elle accepte. Quelques minutes plus tard, Almog, André et Shlomi arrivent aussi. Et avec chacun, le lien qui se fait immédiatement. En parallèle,
où simultanément nous apprenons l'arrivée d'un hélicoptère avec un blessé, grièvement blessé. De l'autre côté du même corridor arrive le combattant de cette même opération vaillante qui a été blessé pendant l'opération Arnon Zmora. Et nos équipes se combattent pour le sauver dans la salle de traumatologie. Ses amis sont dehors, les membres de sa famille commencent à arriver, ils prient et ils craignent le pire. Et tout ceci se fait alors que de l'autre côté, il y a des cris de joie, de réunification de famille, de la joie de vivre, de survivre. Et cette dissonance entre les deux chambres au bout du même corridor qui reflète peut-être le mieux que toute autre chose notre vie avec ce tumulte où d'une part il y a la tristesse de la vie perdue et d'autre part la joie de la vie sauvée. Et ces chocs nous accompagnent, toutes les équipes médicales, au cours de la dernière année. Et c'est quelque chose qui m'accompagne aussi personnellement, car chaque fois qu'il y a un retour d'otages, prendre soin d'eux me remplit de joie et d'émotion, et on peut dire qu'elle me fait revivre chaque arrivée des otages retournés, éveille en moi aussi le sentiment de quelle perte j'ai perdue, un sentiment de jalousie, et ça sent tellement proche, et moi aussi je ne veux qu'encore une caresse, un embrassement avec Noah. Voilà Doron qui embrasse sa sœur Yamit. Dans notre département, je suis là, à côté d'eux avec notre équipe, et on peut voir ce tourbillon de sentiments qui s'empare de moi. Je suis témoin de cette réunification de famille et je comprends que c'est ma place naturelle d'y être en ces moments-là. Et chaque samedi de retour d'otage, j'espère que je pourrai encore faire cette expérience encore et encore jusqu'à le retour de tous. Pendant la dernière transaction, nous avons reçu 4 otages avec chacun duquel j'ai une relation qui s'est développée. Je vais partager avec vous un peu mes sentiments. C'est une occasion de vous faire venir un peu derrière les coulisses pour voir ce qui s'est passé, parce qu'il s'agit de personnes revenues après une longue période le retour de Orlévi. Le retour de Sagui Dekelchen. Tellement heureux de votre retour. Nous, en tant qu'équipe médicale, les apprenons et essayons de nous adapter de la meilleure façon possible pour répondre à leurs besoins. Il y a ceux qui veulent partager, il y a ceux qui sont très fermés. Et lorsque je les reçois, je me présente comme Mali, la responsable du département. Ils ne connaissent pas mon histoire personnelle. Mais aujourd'hui, sur les médias sociaux, on peut tout trouver. Et les membres de leur famille sont très conscients de ce qui se passe à l'extérieur. Et dans quelques-uns des cas, il y a des otages retournés qui ont demandé à m'embrasser, qui ont demandé à m'entendre parler de Noah. Et pour moi, j'ai eu une règle très claire. Dans le département, comme partie de leur processus de se renforcer. Je fais partie de l'équipe et c'était une procédure qui m'a rempli de force. C'était pour moi une mission d'extrême importance. Mais d'autre part, je sais que c'est mon expérience personnelle, comme celle qui a vécu le pire et qui a perdu sa fille en ce jour horrible, a contribué à l'équipe. Le fait que j'ai partagé des choses avec l'équipe, les proportions, les besoins que j'avais identifiés chez les familles, je pouvais mieux les transmettre à l'équipe sans filtre et dans les réunions d'équipe. Et c'est quelque chose qui a aidé aux autres membres de l'équipe de se mesurer avec
défi énorme. Depuis le 7 octobre, 17 mois ont passé. Et il est toujours difficile de digérer ce qui est arrivé ce Shabbat. D'une manière ou d'une autre, je suis encore là le 7 octobre, ce même Shabbat. J'ai appris à connaître toute une gamme, une myriade de sentiments qui m'étaient inconnus, avec un passage très rapide de l'un à l'autre. Les jours passent et nous vivons tant de moments de changement qui me forcent à apprendre ma nouvelle vie au sein de cette réalité traumatique si complexe et commune. Et c'est l'année et demie la plus difficile de ma vie, mais aussi une année et demie avec des petits moments d'espoir, d'optimisme, une année où je suis devenue grand-mère pour la première fois de ma vie. La grand-mère Dori, Ren, ma fille aînée, a eu une fille à mon anniversaire. Un jour que je voulais voir passer sans que personne ne me parle et ne me dise Mazal Tov. Mais Noah avait d'autres desseins, apparemment. Et elle a arrangé que chaque anniversaire, je devrais célébrer, si ce n'est pour moi, pour ma petite fille. Ori, dont le nom signifie ma lumière, nous apporte beaucoup de lumière dans notre vie. Et chaque fois que je la regarde, je me dis que tout aurait pu être parfait si Noah pouvait être ici, mais elle n'est pas là. Donc les choses ne sont pas parfaites, mais cela quand même donne un certain espoir pour notre vie ici, ensemble. Et si nous parlons d'espoir et d'un peu d'optimisme, ce qui nous a aidé à vraiment lever la tête au cours de l'année dernière, c'est vraiment les traitements que nous avons reçus dans l'enceinte Adamatova, la bonne terre, au Moshav de Setria, un couple qui avait ouvert sa maison tout en comprenant que les gens qui auraient besoin de cette enveloppe qu'apparemment ils ne vont pas recevoir ailleurs, ce sont les survivants du festival. Mais très rapidement, des parents de ces survivants sont arrivés avec des dizaines de thérapeutes qui sont venus bénévolement et ils nous ont aidés et nous avons compris que ce destin commun nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas solitaires. Et c'est une initiative privée qui reçoit certains dons, mais avec beaucoup de bonne volonté et de bénévolat. Ce qui nous aide pour comprendre que nous poursuivons le chemin de Noah, c'est la commémoration. Nous laissons sa présence énorme continuer à nous illuminer. Nous mettons des étiquettes portant sa photo et des posters partout dans le pays. Et je peux partager avec vous quelque chose que ma fille avait écrit lorsqu'elle a eu 24 ans. Tu as vécu la vie vers un autre endroit. Je voudrais tant courir vers toi, où que tu sois. Je te promets que je ne vais pas me taire. Manoah, le 7 octobre 23, lorsque la lumière s'est éteinte chez nous et nous avons compris le désastre, nous avons choisi de vivre. Nous ne savions pas combien le chemin sera difficile, comment nous lever, mais une chose était claire, tout ce que nous allons faire à partir de maintenant sera sous ton inspiration, Noah, sur ton chemin, dans ta voie, aux derniers endroits où tu as dansé, où tu as respiré tes derniers soupirs. Papa et maman ont dressé un poster commémoratif. Noah Zender, la sœur de notre reine Zender. Et au lieu que tu sois, toi, dans des studios pour parler aux gens, et nous avons dû prendre ta place avec des journalistes du monde entier qui ont appris à te connaître. Tu es arrivé partout dans le monde grâce à des amis et même des étrangers qui simplement, tu leur es entré dans leur cœur. Soirée de commémoration en Australie, au Costa Rica, où ton image se trouve sur le menu de ton restaurant préféré. En Hongrie, les jeunes du mouvement Maccabi ont tenu une soirée commémorative dans des
diverses fêtes dans le monde, à Brooklyn. Personne ne t'oublie. Ophir Korsia, ton ami préféré, a parlé de toi en Miami lorsqu'elle représentait Israël dans le concours Miss Universe. Et ici en Israël, nous avons inauguré un coin de repos dans ton école. Voilà. Papa et maman ont donné une bourse à une fille qui fait du bénévolat dans le mouvement des scouts et qui commémore ton nom partout. Les fans de Maccabi Haïfa, de l'équipe de football, eux aussi commémorent ta mémoire. Tes amis ont imprimé de nouveaux menus dans des restaurants et toutes sortes de marchandises, des stickers, des chapeaux, des casquettes, des blouses, etc. Des cartes postales avec ton nom, des bijoux qui portent ton nom, qui sont vendus dans les bijouteries. Et l'octobre dernier, nous sommes tous partis, les gens qui t'aimaient et que tu aimais, pour connaître ton dernier chemin, là où tu avais célébré la vie et là où ta vie s'est terminée beaucoup trop tôt. La chanson qui a été écrite pour te commémorer est entendue souvent sur la télé, la radio et chez nous, bien sûr, dans notre cœur. Je voudrais de nouveau courir vers toi. Ce fut une année difficile, complexe, mais il y a eu aussi des petits moments de joie. Ori est née, ta nièce, qui est déjà enchantée par tes photos, et elle te ressemble énormément. Et nous espérons qu'elle aussi va répandre la lumière comme toi tu l'as fait. Tu nous manques, notre Noah. Nous allons poursuivre ta voie. Mais s'il te plaît, si tu peux, fais-nous un petit signe que nous agissons correctement, que nous faisons du bien. Et il nous importe de parler de Noah et de poursuivre sa tradition, de continuer à faire le bien. C'est pourquoi nous avons pris la responsabilité de faire une bonne action chaque jour pour autrui, de voir ceux qui ne sont pas vus, d'entendre ceux qui ne sont pas entendus. C'était ainsi que Noah agissait et c'est ainsi qu'elle devrait être commémorée. Noah fut une des 410 personnes assassinées au Nova, mais elle fut aussi un de 1800 assassinés et tombés depuis le 7 octobre. Et soyons tous méritons-la. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je voudrais inviter le docteur Robert Zvili, Shmuel Moshe de Nom de l'Espoir. Et comme je vous ai promis, lorsque je vous ai reçu à l'entrée, nous avons aussi une surprise pour Mali. Et j'invite son mari à nous rejoindre. Je vais l'expliquer en hébreu et ensuite je donnerai la parole au président du KKL France. J'ai vu ici avec nous tous qu'on fait tout effort pour commémorer Noah de toute manière possible. Et j'ai craint que j'allais y trouver quelque chose que nous avons l'intention de faire. Et le docteur Robert Zvili, le président du KKL France, a visité, pendant une de ses visites, a visité votre département à l'hôpital de Tel HaShomer. Et le chef de Donnons de l'Espoir, Shmuel Moshe, a demandé une ambulance.
Et le président a tout de suite répondu oui. Et nous avons pu obtenir un don d'un donateur de Strasbourg. Mais ceci n'a pas suffi. Alors, ensemble avec Shmuel et le docteur Zvili, nous avons complété et nous décidons de mettre le nom de votre fille sur cette ambulance. Ce témoignage restera marqué dans nos vies, quoi qu'il arrive. Je croyais que depuis le 7 octobre, on avait tout vu, tout entendu. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas ce que demain sera fait. Mais je sais une chose, que rencontrer et côtoyer des gens comme vous, ça nous donne une force extraordinaire. Merci. Merci pour tout. J'avais proposé, et il y a avec nous, ici présent, ce soir, quelqu'un qu'on appelle le rabbin du KKL. C'est le président, c'est le rabbin de la place des Vosges, président du séminaire. C'est notre rabbin. Et je voulais que ça soit lui, ce soir, qui vous dise quelques mots. Monsieur Kaufmann, s'il vous plaît. Monsieur le rabbin Kaufmann. אנחנו משתתפים בצערכם. Partager la douleur d'une famille. Partager la douleur d'une famille. Partager la douleur du peuple d'Israël. Ce n'est pas avoir la prétention de vous apporter la nechama, la consolation, mais c'est faire corps avec un destin commun. Ce sont nos enfants, nos frères et sœurs. Et vous avez, dans l'une des images que vous avez exposées sur l'écran, associé la lumière d'une bougie, Ner Neshama, Ner Zikaron, à la mémoire de cette princesse d'Israël. La lumière dans l'histoire du peuple d'Israël n'a pas toujours été associée juste à la mémoire d'une famille qui avait perdu un être cher. La lumière, elle est associée à la vie. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on demande à une famille d'endeuillés de garder la lumière pendant 1 an au sein du foyer, c'est précisément parce que nous ne voulons pas que la mémoire d'un être cher soit circonscrite à une pierre tombale, à une pierre inanimée. La mémoire, elle vit à travers vous et maintenant à travers nous. Cette mémoire, elle est faite de chair et de sang. Cette mémoire n'est pas inanimée, n'est pas figée. Nous sommes attachés à la vie. Nous considérons que ce qui se joue dans la mémoire, ce n'est pas au cimetière, mais c'est dans la vie de tous les jours, dans la cité, et c'est ce que vous réalisez à travers ce que vous nous avez montré il y a quelques instants. Lorsqu'on regarde ce que disent nos maîtres dans le Talmud à propos de la lumière, il y a toutes sortes d'occurrences bibliques, entre autres la lumière du candélabre, de la Ménorah, dans le livre de l'Exode, Parashat Tetzavé. Mais lorsqu'on regarde attentivement le traité talmudique Shabbat, on a une expression assez étonnante. Haragil Bener, celui qui a pour habitude d'allumer des bougies, sans que le texte mentionne de quelle bougie s'agit-il. Alors, bien évidemment, traité talmudique Shabbat, ce sont les lumières du Shabbat du vendredi soir avant le crépuscule. Mais ce sont toutes les lumières. Et Rashi, célèbre exégète champenois, rajoute les lumières de Hanouka, comme si il se sentait contraint de ne pas en réduire la lumière à la lumière du Shabbat, mais à la lumière que nous allumons à Yom Kippour, la lumière que nous allumons veille de Yom Tov, la lumière que nous allumons
8 jours de Hanouka, mais aussi la lumière que nous allumons pour nos princes et nos princesses d'Israël. Haragil bener, havianle, banim talmidei chachamim. Celui qui a pour habitude d'allumer des lumières, de multiplier les lumières, aura pour mérite d'avoir des enfants érudits. Et vous avez posé cette question à travers vos propos, à travers les descendants de votre famille que vous avez mentionnés, et bien évidemment, comment imaginer cette descendance à travers ce que vous allez réaliser au nom de Noah. Cette filiation que nous créons à travers nos faits et gestes. Eh bien, il y a un très beau commentaire du Maharal de Prague sur ce sujet. Comment imaginer que installer des lumières dans un foyer puisse avoir un impact presque magique sur le destin d'une famille. Bien évidemment qu'il faut dépasser le fait juste d'allumer des lumières, mais c'est aussi de regarder la lumière, comme pour faire émerger l'étincelle divine. En somme, ce que dit le Maharal de Prague, c'est que même si les matériaux se consument, la cire ou la mèche, l'huile, seule la flamme reste vivace, à condition de fixer du regard cette lumière, de prendre le temps de la regarder. Et d'une certaine manière, c'est ce que vous avez dit en conclusion lorsque vous nous avez remerciés d'avoir prêté attention avec nos yeux, nos oreilles, pour que tout notre corps et notre esprit soient imprégnés de celles que nous n'avons pas connues, mais que nous connaissons aujourd'hui grâce à vous. La force du peuple juif, semble-t-il, c'est de proclamer la lumière partout, même dans les coins et recoins les plus obscurs. Ils veulent nous obscurcir la vue et nous cherchons la lumière. Ils veulent nous terroriser et nous cherchons la sérénité et l'apaisement produite par la lumière. Ils veulent nous entraver dans notre liberté de pensée, liberté de circulation, liberté de célébrer la vie. Et nous continuerons de célébrer la vie en y associant toutes celles et ceux qui nous sont chers et qui ne sont plus de ce monde. Il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas, et c'est la conclusion du Kaddish que nous dirons dans quelques instants. Ose shalom bimromav, ou yaase shalom alenu. Tout ce que nous faisons en bas a une portée sur le haut, et c'est précisément ce shalom, cette paix que nous continuerons de propager en cherchant la lumière, en étant inspirés par la lumière. Alors aujourd'hui, nous allons associer la mémoire de Noah, la mémoire également de Tal, le fils de la dame de Liora qui a témoigné ce matin, et nous associerons également toutes les victimes depuis le 7 octobre, assassinées parce que juifs, et puis nous associerons également les enfants druzes pour lesquels nous avons fait le déplacement et entendu l'hommage du papa. Si vous le voulez bien, juste un psaume pour introduire cette prière. Shir Lama'alot. Esa enai el harim me'ayin yavo ezri me'im Adonai ose shamayim va'aretz אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך,
על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אל מלא רחמים, שויכן במרומים, המציא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה. במעלות אוי קדושים וטהורים, אוי קדושים וטהורים כזוהר כי המזהירים את נשמות אחינו ואחיותינו, אנשים, ילדים, נשים ויונקים, ובפרט הבחורה הנחמדה נועה בת מלי מזל, ואת הבחור הנחמד טל בן ליאורה ודוב, וכל אחינו ואחיותינו שנפלו על קידוש השם על ידי האכזרים, הצוררים, הרוצחים, יימח שמם וזכרם, בעבור שאנו מתפללים ביד אזכרת נשמתם. אוי בגן עדן, אוי בגן עדן, אתם מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים. אוי ויצרור, אוי ויצרור, אוי ויצרור, ויצרור החיים, אוי ויצרור, ויצרור החיים את נשמתו. אדוני ונחלתו, וינוחו על משכבם בשלום, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לאלה מכל ביכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
très vite, très vite. Voilà, nous avons prié pour celles et ceux que nous qualifions de héros et de saints et purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament. À ces âmes pures, par la prière que nous avons exprimée ce soir tous ensemble, nous faisons le vœu que leurs âmes soient protégées dans le faisceau de vie éternelle, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais, que leur mérite se pose en permanence sur chacun d'entre nous toutes et tous. Que la terre d'Israël ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant en nous, afin qu'ils puissent être perpétués dans nos faits et gestes. Nous terminons par la prière pour les otages. Achenu kol bet Israël, הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לבכה מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר Amen. Nos frères et sœurs, vous qui êtes toujours en captivité entre les mains de ces monstres, otages, où que vous vous trouviez, que l'Éternel prenne pitié de vous et qu'il vous fasse sortir de la détresse pour accéder à l'ouverture, sortir de l'obscurité pour accéder à la lumière, sortir de l'asservissement pour accéder à la délivrance, maintenant et le plus rapidement possible, et nous disons Amen. תודה רבה לכבוד הרב. אפשר לשבת. ברשותכם, במעבר חד, כפי שאנחנו אומרים, אנחנו עוברים להרצאה השנייה ביום הזה. מלי, את תחכי לי שם. אוקיי. כן, כן, אני אחלק, כן. אבל מלי, תחכי, כי אחר כך אני רוצה ללוות אותך. תודה. אז כמו שאמרתי, במעבר חד, אנחנו עוברים להרצאה השנייה, אלא אם כן אתם רוצים 5 דקות לשתות משהו. Prenez s'il vous plaît 5 minutes, essayez de boire quelque chose, et puis après on revient avec la conférence avec Tal Inba. תגיד לי